Salut! L'été a pris un peu d'avance puisqu'on sort tous d'une période de canicule, n'est-ce pas? Mais je voulais faire cette vidéo aujourd'hui parce que je suis basée sur ma vidéo de l'année dernière et le sondage que j'avais fait sur ma page Instagram quand j'étais encore active sur Instagram, parce que voilà, je voulais savoir un peu quels étaient les genres qui étaient lus pour l'été. Et les réponses avaient été tellement variées que cette fois-ci je me suis dit bon, je vais ratisser très large et du coup c'est comme ça qu'on va pouvoir voir du classique, de la science-fiction, des récits familiaux, de la romance, enfin bref, il y a pas mal de choses qui sont prévues au programme et on va commencer tout de suite avec ma première lecture. Dans la catégorie roman historique, j'ai choisi Petite d'Édouard Carret, qui a été traduit par Jean-Luc Piningre. C'est l'histoire en fait d'une petite fille, enfin d'une fille qui s'appelle Marie, qui est née en Alsace et qui va se retrouver employée d'un docteur un peu particulier, puisque ce docteur en fait réalise des moulages et fait des reproductions en cire de parties de corps humains. Et en fait, elle va le suivre dans ses aventures, donc il va aller jusqu'à Paris, et ensuite elle va même, elle, avoir l'occasion d'aller à Versailles. Et en fait, il s'agit de l'histoire très romancée de Madame Tussaud. Donc Madame Tussaud, pour celles qui ne savent pas, c'est une femme qui a monté un musée du coup de figures en cire. Et alors il y en a un à Londres, ça a été le premier, et il y en a à d'autres endroits, je saurais pas vous dire exactement, mais je sais qu'il y en a à d'autres endroits du monde. Et c'est un petit peu comme le musée Grévin qu'on a en France. Donc voilà, donc, on va suivre voilà, l'histoire de Marie Tussaud et ses aventures. Je pense que l'auteur a pris énormément de liberté. C'est pas une biographie, faut pas se fier à tout ce qu'il dit. Il a bien aimé aussi faire beaucoup de name dropping, donc il a balancé des noms qui étaient très connus à l'époque, puisqu'en fait le roman se situe quelques années avant la Révolution française, puis en plein pendant la Révolution française, voire même pendant la Terreur. Et donc on va suivre voilà, les aventures de Marie, sa rencontre avec la dernière monarchie qu'on a pu avoir en France. Et donc voilà, c'était... En vrai, c'était pas mal. L'ambiance est très glauque, très cabinet de curiosité, parce que vous vous doutez que pour faire des moulages de parties de corps humain, on va voir pas mal de cadavres passer. Il y a pas mal de rebondissements, il y a des moments qui sont assez durs, il y a des moments qui sont émouvants. Marie est un personnage qui a beaucoup de caractère et qui essaye de s'en sortir, qui vraiment, voilà, qui force même un peu l'admiration. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'était chouette. C'est pas un coup de cœur, mais c'est une bonne lecture et honnêtement, je pense que j'aurais vraiment apprécié lire ce livre sur la plage cet été ou en vacances, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est typiquement le genre de bouquin qui vous emmène en fait dans une époque différente, avec une histoire différente, avec une galerie de personnages assez haute en couleurs, avec beaucoup de rythme, et c'est vraiment le genre de choses dans laquelle on a envie de se perdre quand on a du temps à perdre, donc voilà. Ça peut se lire hors vacances, puisque je l'ai lu hors vacances, mais c'est vrai que ça me semblait être une bonne idée pour la catégorie roman historique, et du coup je suis assez contente de l'avoir tenté. On part du côté de la science-fiction avec Orbital de Samantha Harvey, qui a été traduit par Claro. Pour la petite histoire, j'ai commencé Orbital en version anglaise parce que voilà, quand je peux, j'essaie de lire en version originale, notamment en anglais. Et j'ai tellement, mais alors tellement galéré, j'arrivais pas à dépasser les 10-15 pages, j'avais l'impression que ça rentrait par une oreille et ça sortait par l'autre. Et du coup, c'est là que je me suis décidée de tenter la traduction française, parce que je me voyais pas faire autrement. Et en fait, je pense que c'est vraiment le problème de l'autrice, c'est pas moi. Enfin, j'ai pas envie d'être trop prétentieuse, mais je pense que j'ai plutôt un bon niveau quand même pour la lecture en anglais. J'arrive à avoir une aisance, en tout cas sur ma lecture en anglais. Mais là, vraiment... De toute façon, quand j'ai lu la traduction, je me suis dit, bon, je pense que ça m'aurait vite saoulée en anglais. Et je me suis un petit peu renseignée. Et effectivement, même des anglophones natifs ont eu un peu de mal avec ce bouquin. Donc c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est qu'on va suivre 4 astronautes et 2 cosmonautes. C'est la même chose, sauf qu'il y en a qui sont
il y a un terme qui est utilisé par les Russes et l'autre qui est utilisé par le reste du monde. Ils sont tous les 6 enfermés dans la Station Spatiale Internationale et en fait on va les suivre sur 16 orbites. Donc il faut savoir, ça je l'ai appris, c'est assez nouveau pour moi, la station est en orbite et du coup elle fait plusieurs fois le tour de la Terre dans l'espace de 24 heures. Du coup, la timeline est différente entre ce qui se passe sur la Terre et ce qui se passe dans la station spatiale. Donc ça, c'était assez intéressant. C'était un petit peu difficile à appréhender aussi. Mais c'est pas le problème que j'ai eu avec le bouquin. Le problème que j'ai eu avec le bouquin, c'est qu'il se passe rien. Et autant j'ai pas forcément du mal avec les récits contemplatifs, autant là, je vous jure que c'était un enfer. La plume de l'autrice est ultra travaillée. Elle fait un étalage d'un espèce de lyricisme. Je comprends pas. Elle faisait des listes et des listes et des listes et des listes et des listes de choses. Mais quand je vous dis ça, c'est que vous avez des listes de 10 à 15, 20, 25 mots. Moi-même, j'en fais quand je suis en train de vous en parler. À chaque page, en fait. Elle n'arrive pas à avoir quelque chose de plus fluide, elle s'arrête, elle a envie de tout caser dans un seul paragraphe, ça donne un style très particulier, et ça fait qu'en fait on s'attache pas du tout au personnage, avec un bémol, il y a un des personnages notamment qui va apprendre que sa maman décède pendant qu'elle est dans la station internationale, et ça j'ai trouvé ça super intéressant. C'est presque un spoiler, mais en même temps, le bouquin fait moins de 200 pages, donc vous y arrivez très vite. Et en fait, j'ai trouvé cette gestion du deuil, j'ai trouvé ce personnage vraiment très bien. Ça m'a plu, mais c'est tout. Tout le reste, franchement, j'en avais rien à faire, j'avais qu'une envie, c'était de le finir. Il m'a paru interminable. Vraiment, je me suis forcée pour le terminer, j'en pouvais plus. Donc, pas du tout une lecture que je vous recommande pour l'été. Peut-être que ça parlera à certains et certaines d'entre vous, et en même temps, tant mieux, il faut tout pour faire un monde, mais moi ça n'a pas du tout été ma came. Et du coup, si vous voulez plutôt des recommandations en science-fiction qui me semblent adaptées à l'été, je vous encourage à lire Andy Weir. Je l'ai présenté dans une de mes précédentes vidéos avec Projet Dernière Chance, vu que j'allais le voir au cinéma. J'avais lu aussi de lui Seul sur Mars, et en fait c'est des livres qui sont efficaces. Ils ont un côté un peu hard SF parce qu'on a du coup beaucoup d'expériences scientifiques, on est sur des profils de personnages solitaires, du coup il faut qu'ils se débrouillent tout seuls avec ce qu'ils ont, donc on va avoir beaucoup de sciences un petit peu qui sont ajoutées dans le récit, mais en dehors de ça, c'est entraînant, c'est léger, ça se lit vraiment bien. Donc Andy Weir, ça c'est pour moi une très bonne lecture pour l'été, surtout sur la plage. Et sinon, je vous conseille Journal d'un assassin de Martha Wells. C'est une série de novellas, donc c'est pas aussi gros qu'un roman, c'est assez court. Et on va suivre un androïde, donc un corps mécanique avec une IA à l'intérieur, qui n'a qu'une seule envie, c'est de pouvoir regarder des séries toute la journée. Mood. Et en fait, il est obligé de suivre le protocole pour lequel il a été créé, c'est-à-dire être garde du corps des humains. Sauf qu'en fait, il y a une partie des androïdes de sa classe qui vrillent un peu et qui se mettent à tuer tout le monde. Et du coup, moyen. Et du coup, on va suivre en fait les aventures de cet androïde et c'est très chouette. Le monde est très large puisque c'est un consortium intergalactique avec vraiment beaucoup de systèmes. Il y a pas mal de choses très intéressantes dans les dynamiques, notamment. Enfin bref, moi j'ai beaucoup aimé. C'est une saga de science-fiction que je recommande sans problème. C'est fun. Et ça vaut tout à fait pour l'été. En plus c'est court, donc si vous voulez vraiment un format court, je pense qu'il faut se lancer. Seul truc que je peux pas vous conseiller, c'est Orbital. Pour le récit familial, j'ai choisi une fois de plus de piocher dans ma wishlist, et celui-là, il y est depuis très longtemps. Je me suis dit que c'était l'occasion, donc je me suis lancée. C'est L'oubli que nous serons d'Hector Abad Faciolince. J'espère que je le prononce bien, je suis désolée si c'est pas le cas. Et ça a été traduit par Albert Bensoussan. L'oubli que nous serons, le titre, je le trouvais sublime, et j'ai appris que ça fait partie d'un poème, enfin c'est un vers d'un poème de Borges.
j'espère que je le prononce bien là aussi. Et en fait, on va suivre du coup... Enfin, l'auteur, donc Hector Abad Faciolince, va nous parler de son papa, qui est décédé suite à un assassinat. Il a été assassiné pour ses idées politiques en Colombie. Et du coup, l'auteur va retracer un peu ce schéma familial. Il va parler de sa famille, ses sœurs, son père, sa mère, mais aussi sa grand-mère. Qu'est-ce que ça fait de vivre et de grandir en Colombie? Son papa est médecin, il est professeur à l'université également, et du coup l'idée ça va être de découvrir un peu ce père qui tient une place énorme, on le sent encore aujourd'hui, enfin en tout cas à l'époque de la rédaction de ce livre, dans le cœur de l'auteur. Et on va découvrir un homme qui était progressiste, un peu conservateur par certains aspects, parce que bon, c'était il y a quelques années quand même, mais progressiste, profondément humaniste, qui essaye de mettre en place des protocoles sanitaires pour justement diminuer les épidémies, notamment au niveau des populations pauvres en Colombie, et qui va pas se faire des amis politiquement, au point d'en mourir. Et c'était vraiment très chouette. J'ai trouvé la plume de l'auteur vraiment très belle, simple, mais très belle. Il y avait des moments qui étaient un peu moins, on va dire, entraînants, mais en même temps, ça donne aussi une très belle vision de comment on grandit en Colombie. Moi, j'y suis jamais allée, je connais pas le pays. J'ai dû entendre certaines actualités à ce sujet, mais vraiment de loin. Et en fait, voilà, ça nous donne une petite histoire dans la grande histoire, et ça nous donne aussi surtout une dénonciation en fait de cette violence comme arme politique, de ces actes terroristes, puisque du coup le père de l'auteur n'est pas le seul à être assassiné à cette époque-là, il fait partie d'une vague de plusieurs assassinats, et donc c'est un récit qui est pas facile, mais qui n'est pas non plus lourd, dans le sens où on sent tout l'amour de l'auteur pour ce père. Et je trouve qu'en plus, il est très conscient de ses privilèges, et il les adresse, il le dit, hein, j'ai la chance d'avoir pu grandir dans cette famille, j'ai la chance d'avoir peu de pression, j'ai la chance de... Voilà. Franchement, c'était une bonne lecture, donc voilà, si ça vous intéresse, les récits familiaux, franchement, lancez-vous, c'était vraiment, vraiment bien. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui aiment les thrillers pendant l'été. Moi, c'est plus trop mon truc, mais il y en avait un qui était sur ma wishlist depuis très longtemps. Je reviendrai à ma pile à lire à un moment donné, vous inquiétez pas. Il y en avait un qui était sur ma wishlist depuis très longtemps parce que c'est une amie qui me l'avait conseillé, qui m'avait dit que j'allais l'adorer. C'est Misery de Stephen King, et j'ai lu la traduction de William Desmond. Misery, c'est l'histoire d'un écrivain qui a un accident de voiture et qui se fait sauver en fait par une femme. Il s'avère que cette femme est sa plus grande fan, puisqu'il écrit des romans à l'eau de rose, qu'il décide d'ailleurs, qu'il aimerait arrêter parce qu'il considère que c'est de la sous-littérature, il déteste ça. Et cette femme est une très très grande fan de ses écrits, et en fait, quelle est la meilleure occasion que d'avoir son écrivain préféré sous la main? Donc elle le garde chez elle, et on est littéralement sur un kidnapping, de la séquestration, et en fait on va découvrir petit à petit ce personnage et l'auteur, puisqu'il va aussi nous raconter un peu sa vie et comment il en est arrivé là. J'ai trouvé que c'était un livre qui était plutôt bien rythmé. Il est un peu long par rapport à son histoire, je pense que honnêtement, mais c'est mon problème avec King, pour moi il brode un peu trop. Il pourrait très bien se faciliter la vie et couper une partie de ses histoires sans que ça n'enlève rien au rythme, mais bon. En dehors de ça, le livre est plutôt bien rythmé. J'ai bien aimé la montée dans l'horreur, parce qu'on va vraiment dans une escalade. C'est plutôt... voilà, c'est le genre de choses qui me dérange pas. Ça peut être très gore pour certaines personnes, mais voilà, pour moi ça me dérange pas. Je pense que je le présente alors que tout le monde le connaît, mais en même temps, parfois, il y a des livres que tout le monde connaît et que personne n'a lu, donc voilà. Par contre, j'ai quand même un très gros souci avec ce livre, 2 très gros soucis. Le premier, c'est que l'écrivain est imbuvable.
il est enfin, il est vraiment antipathique au possible. Je le trouve vraiment... c'est un ignoble bonhomme, en fait. Je me suis retrouvée même à un moment donné avoir envie de lui dire, mais en fait c'est bien fait ce qui t'arrive parce que t'es vraiment pas un mec charitable et il est misogyne, alors, je sais plus s'il est raciste, mais en même temps ça m'étonnerait pas, il a des propos qui sont vraiment limite, il a une très très haute opinion de lui en mode je vais écrire des romans géniaux et ma romance à l'eau de rose c'est de la merde alors que c'est ce qu'il fait bouffer. Voilà, il y a plein de choses qui me plaisaient pas trop chez lui, mais après tout, on n'est pas obligé d'avoir un personnage principal sympathique, donc j'accepte. Par contre, ce que j'accepte pas, je sais que ça vient des années, je crois 80 quand c'est sorti, mais ce que j'accepte beaucoup moins, c'est qu'on se serve des troubles mentaux pour en faire une intrigue de thriller. Voilà, je l'ai dit, c'est trop souvent le cas. Je trouve ça vraiment... c'est pas correct, c'est même pas, en fait, si vous voulez, ça nourrit une psychophobie, dans le sens où on pense qu'il y a que les gens qui ont des troubles mentaux qui font des choses horribles, alors que, spoiler alert, pas du tout. Au contraire, les personnes qui ont un trouble mental sont plus souvent victimes, et elles sont plus souvent amenées à se faire du mal à elles-mêmes plutôt qu'aux autres. Je dis pas que c'est tout le temps le cas, il y a peut-être effectivement des cas de troubles mentaux qui vont comment dire, se répercuter sur d'autres personnes, mais on nous vend vraiment dans la pop culture le trouble mental comme un objet d'intrigue, et ça m'énerve d'une puissance, vous imaginez même pas. Et là, en fait, moi, dans ce livre-là, j'ai eu énormément de mal parce qu'on n'a pas de... Il n'y a vraiment aucune remise en question, on s'enfonce vraiment dans ce cliché-là jusqu'au bout, et ça m'a énormément gênée. Je sais que à l'époque où c'est sorti, on se posait pas autant de questions, on n'avait pas autant de connaissances, d'avancées sur le sujet, que voilà, la psychiatrie encore aujourd'hui c'est quelque chose, mais j'ai vraiment pas passé un bon moment. Je l'ai lu parce que j'avais envie d'aller quand même jusqu'au bout, voir jusqu'où il allait m'emmener, mais pour moi ça fait pas partie des meilleurs Stephen King que j'ai pu lire, vraiment pas. Et du coup, je sais pas ce que je peux vous conseiller comme thriller à la place. Si vous voulez rester dans du Stephen King, je peux vous conseiller La petite fille qui aimait Tom Gordon. Ça, j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé que c'était nickel en termes de rythme, en termes de sujet. J'ai vraiment adoré. Marche ou crève, très prenant, beaucoup plus dystopique dans son idée. Mais ça, pareil, je l'ai commencé, j'ai pas pu le finir. Je l'ai pas pu le lâcher, pardon. Je l'ai fini d'une seule traite. J'avais bien aimé le Fléau, mais pour le coup le Fléau est beaucoup plus long, c'est vraiment une brique, et c'est une post-apocalypse zombie, donc si c'est pas votre truc je comprendrais. J'avais lu ça, mais j'ai beaucoup de griefs contre ça, donc je vous le conseille pas. En termes de thriller, si vous voulez un petit peu élargir, je crois que je vous en avais parlé l'année dernière, mais John Ajvide Lindqvist avec Laisse-moi entrer, pépite. En plus, ça se passe en Suède et il fait froid, donc si vous avez trop chaud, ça peut être idéal. Et Stieg Larsson. Stieg Larsson avec Millennium, je crois que jusque-là, j'ai pas réussi. Pour moi, il n'y a aucune vraiment série, aucun thriller qui a vraiment réussi à détrôner Millennium. Du coup, ça peut être ma recommandation à la place de Misery de Stephen King, qui m'a vraiment laissé très en colère. Je peux pas vous parler de littérature estivale sans vous parler de romance. Du coup, j'ai choisi de la romance contemporaine, et comme je n'en avais aucun dans ma pile à lire, en tout cas c'est pas identifié comme tel, je me suis dit que j'allais regarder ce que j'avais envie de lire dans ma wishlist, et il y avait 7 Days in June de Tia Williams. Moi je l'ai lu en anglais, mais il a été traduit en français sous le titre 7 jours de juin, et du coup c'est une romance, voilà, aucune surprise, dont la personnage principale est une femme noire, maman, célibataire, enfin le père est à l'autre bout du pays, et elle vit à New York, elle est autrice et elle est porteuse d'un handicap invisible. Et en fait, on va tout de suite débarquer dans sa vie qui est très
très ancré dans sa communauté, dans la communauté noire. On va parler du coup de black literature, donc de tout ce qui est littérature noire aux États-Unis. Et au cours d'un événement littéraire, elle va se retrouver nez à nez avec un mec qu'elle a connu de nombreuses années auparavant. Et du coup, il va y avoir des petites étincelles qui vont se faire. C'était franchement une très bonne lecture, j'ai adoré. L'autrice prévient dans ses notes de fin qu'elle ne prend pas par la main sur les références culturelles qui sont propres du coup à la culture noire aux États-Unis, parce qu'elle écrit pour la communauté noire, et du coup elle n'a pas envie de donner la main à la communauté blanche pour leur apprendre ce qui se passe. Donc s'il y a des références culturelles qui vous passent au-dessus, c'est un peu fait exprès, ou en tout cas c'est pas illogique, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était très bien fait, le rythme est chouette, les réparties sont top, les personnages secondaires sont chef's kiss, c'était vraiment très chouette. Le seul truc qui m'a un tout petit peu dérangée, et vous allez vous dire c'est un peu dommage, c'est la romance. Alors, pas la romance... comment expliquer? C'est plutôt la romance dans le passé qui me gêne, parce qu'il y a un côté un peu écorché vif que, je vous avoue, moi j'ai grandi. J'ai grandi, je suis plus là. J'ai plus envie d'avoir des histoires d'amour à la Skins. Ça m'intéresse plus. Et du coup, cette partie-là, j'étais un peu flemme. Mais en même temps, on a tous été ados, donc peut-être que ça s'explique. En tout cas, tout le reste m'a plu, j'ai trouvé ça vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé les persos, vraiment, je sais pas quoi vous dire. C'était vraiment une très bonne surprise, et ça me fait dire qu'en fait, la romance contemporaine, c'est très chouette. C'est juste qu'il faut trouver ce qui nous plaît, il faut trouver des voix qui nous plaisent, il faut trouver des récits qui nous parlent, et je pense que je sais pas si elle en a écrit d'autres, cette autrice, ou si elle a écrit d'autres romances, mais je pense que je me retournerai vers elle si j'ai envie de romance contemporaine, parce que franchement c'était vraiment bien, vraiment bien. Je sais. Pourquoi parler de non-fiction pour une littérature estivale ? Est-ce qu'on va réfléchir sur nos serviettes de plage? Eh ben oui, parce que là je vous propose L'anarchie expliquée à mon père de Thomas Déry et de Francis Dupuy-Déry. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous savez que j'ai déjà lu un ouvrage de Francis Dupuy-Déry, Les Black Blocs, et c'est un universitaire au Québec qui est militant anarchiste, et en fait grâce aux éditions Luxe, qui sont des éditions un peu anarchistes aussi, il a fait un entretien avec son papa, sous forme de dialogue, du coup écrit, pour parler de l'anarchie et pour expliquer ce que c'est, pour revenir sur les clichés qu'on a de l'anarchie, pour expliquer pas mal de choses, et j'ai trouvé ça franchement très bien. J'ai un peu de mal avec vous savez, les récits du style 10 choses à savoir sur l'anarchisme, l'anarchie expliquée aux nuls ou je sais pas quoi, c'est pas des choses qui me parlent forcément. Là, j'ai trouvé que c'était franchement intéressant, parce qu'on va confronter le point de vue d'un homme d'un certain âge, d'une certaine génération, à celui de son fils. Leur manière d'échanger m'a fait rire. Il y a un moment donné où le père dit un truc qui est pas très ok, et le fils est en mode tu peux pas dire ça. J'ai eu l'impression de me voir quand je discute avec ma mère, donc c'était un peu marrant. Mais c'est surtout, j'ai appris un paquet de trucs, et c'est la première fois de ma vie que je surligne des passages, parce que, en fait, voilà, vous me voyez surligner des choses comme ça, parce que c'est des choses qui m'ont intéressée, c'est des sources que j'ai envie de retrouver rapidement, parfois c'est juste des propos qui m'ont parlé, qui ont nourri aussi ma pensée à ce niveau-là. C'était vraiment très chouette. Je crois qu'à un moment donné, parfois je surlignais des passages entiers. Enfin, je veux dire, c'était vraiment une très... Ah oui, ok, magnifique. J'ai même surligné une page entière. C'était vraiment un très chouette livre, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était pédagogique, ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses.
Ça m'a rassurée aussi, je trouve que c'est porteur de beaucoup d'espoir, même si on en a bien besoin, hein, même si c'est pas, une solution, clé en main. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui étaient très intéressantes. J'ai adoré le fait que le père se remette en question, le fait qu'il ose dire, que, bah, il avait des préjugés et que, grâce à cette discussion, il a pu, les dépasser et ce qui est d'autant plus drôle, c'est que du coup, Thomas Derry est celui qui a traduit, pour les éditions Luxe, des textes d'Emma Goldman, donc c'est un titre que je dois lire, prochainement. Du coup, je me dis que la boucle est un peu bouclée, je trouve ça vraiment très chouette, de voir voilà ouais, cet échange intergénérationnel sur un courant qui est encore aujourd'hui assez mal connu. Vous commencez à savoir maintenant, c'est l'anarchie, ça m'intéresse pas mal. Et du coup, je le recommande 1000 fois. Il est assez court, il fait 200 pages à peu près. Et je pense que c'est vraiment une lecture qui se lit très facilement, même en vacances, même quand on a envie de poser son cerveau. Et voilà, donc 1000%. J'avoue que pour cette catégorie, j'ai eu un peu de mal parce que je sais jamais comment catégoriser le feel good. Moi, le feel good, pour moi, c'est quelque chose qui est cathartique. Donc, j'ai tendance à aimer des textes déprimants. C'est un peu ma ligne édito. Mais j'ai décidé de me lancer cette fois-ci sur L'été de la sorcière de Nashiki Kao. Et ça a été traduit par Deborah Pierre Watanabe. C'est un texte assez court qui raconte l'histoire d'une petite fille victime de harcèlement scolaire qui décide enfin qui peut plus aller à l'école et elle est en phobie scolaire et en fait elle va être invitée à passer un été chez sa grand-mère qui vit dans la campagne très reculée, je me demande si c'est même pas au pied des montagnes carrément. Elle a une vie très simple, elle cultive son potager, elle va dans la forêt, elle a ses plantes. Et en fait, cette petite fille va essayer d'apprendre auprès de sa grand-mère la tradition des sorcières, donc savoir quels sont les usages des plantes médicinales, ce genre de choses. Et c'était un bonbon, dans le sens où, vous le savez peut-être, mais je vais le répéter si vous le savez pas, je me remets d'un burn-out. Et en fait, j'avais presque envie de prendre la place de cette petite fille, parce que ça avait l'air tellement bien. La grand-mère s'occupe de tout. Elle a imposé juste à sa petite fille une routine, donc elle doit se lever tous les jours à la même heure, qu'importe l'heure à laquelle elle s'est couchée, donc pour lui remettre justement un rythme de sommeil naturel. Et elle est obligée de prendre ses responsabilités et d'aller dehors régulièrement. Elle doit notamment s'occuper des poules. Et à côté de ça, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Elle organise sa journée comme elle veut. Et du coup, cette petite fille se retrouve à avoir un emploi du temps qui va selon ses intérêts et selon ses points faibles. Donc par exemple, elle va décider que le matin, elle va étudier le japonais, l'après-midi, ce sera les maths, ce genre de choses. Et elle gère un peu sa vie comme elle l'entend, tout en aidant sa grand-mère avec les tâches quotidiennes. Enfin, c'était un bonbon, ça donnait grave envie d'avoir une petite maison au pied d'une forêt et de regarder un peu comment la nature évolue et quel est l'impact qu'on peut avoir positif pour une fois dessus. Je trouvais ça très chouette. Après, c'est pas parfait non plus. Il y a des moments qui m'ont un peu moins plu. J'ai trouvé que la grand-mère forçait beaucoup l'image de la femme modèle, en fait, de cette mère au foyer, mais c'est remis en question. Donc, c'était pas si mal que ça. Et en fait, j'ai appris que l'autrice avait puisé dans pas mal de ses souvenirs à elle pour écrire ce roman, et je sens que ça, enfin, ça se sent. Il y a de la tendresse. Elle a même rajouté à la fin 2 autres nouvelles. Au début, je voyais pas trop l'intérêt, et après, je me suis dit qu'en fait, ça complétait bien. Il y a notamment une qui est du point de vue de la grand-mère. Et voilà, c'est un peu doux amer parce que ça aborde quand même des thèmes qui sont difficiles, le harcèlement scolaire, les attentes, le lien familial, le deuil aussi. Mais je sais pas, c'était un petit bonbon, j'ai bien aimé. C'est pas un énorme coup de cœur, mais je trouve que c'est une lecture qui fait du bien, surtout quand on a besoin de faire une pause. Et du coup voilà, donc si vous avez besoin de faire une pause, allez passer un été chez une sorcière. Celui-là, il est pour les adeptes du Summerwind. Donc Summerwind, si vous connaissez pas, c'est quand on lit
de la littérature horrifique en plein été, et du coup c'est Model Home de Rivers Solomon. Rivers Solomon, j'avais lu Les Abysses, que j'avais beaucoup aimé, et à chaque fois je passe à côté de ces titres. J'aimerais beaucoup lire ces autres titres, il y a L'incivilité des fantômes et Sorrowland. Ils sont dans ma wishlist depuis des plombes, mais je me suis penchée cette fois-ci sur Model Home, que j'ai acheté exprès pour pouvoir dire que je le sortais de ma palle. Voilà. Et du coup, donc dans Model Home, on va suivre Ezri, qui est une personne non-binaire, qui est parent d'une petite fille de 14 ans, enfin d'une ado du coup de 14 ans, et qui reçoit un message très étrange de la part de sa mère, avec qui elle est en rupture totale. Elle a même carrément quitté le pays. Elle est née aux États-Unis et elle vit en Angleterre au début du récit. Et en fait, face à ce message, elle appelle ses deux sœurs qui sont restées aux États-Unis, qui lui disent bah, viens à la maison. Les deux sœurs ont coupé les ponts aussi avec les parents. Et du coup, Ezri va visiter les parents et elle découvre leurs cadavres. Ils sont morts, on ne sait pas dans quelles circonstances. Et ça va déclencher en fait tout un process de deuil, tout un process de revisite des traumas. Il va y avoir énormément de choses qui vont passer dans ce roman. On va avoir la présence de cette maison hantée, de tout ce les traumas qu'a pu vivre Ezri pendant sa jeunesse. On va parler aussi de la quête d'identité, de ce que ça implique, de ce que ça comporte. Et surtout, on va parler de racisme, puisque la famille d'Ezri était la seule famille noire au sein d'un quartier sécurisé aux États-Unis, donc entièrement blanc. Et c'est ça aussi qui va apporter énormément de poids à cette ambiance oppressante et à tout ce qui s'est passé pendant l'enfance d'Ezri. C'est une narration qui est assez découpée. On va aussi même s'intéresser à la fille d'Ezri à quelques moments, puisqu'elle va avoir son propre trajet, son propre chemin pendant ce roman. C'est un roman qui est dur. Je vais pas vous mentir, il y a énormément de trigger warning. J'avais un peu vu la chose arriver, mais l'exécution est quand même nickel. J'ai eu un peu de mal avec la plume au début. Moi, je l'ai lu en anglais, mais il a été traduit en français. Moi, j'ai eu un peu de mal avec la plume au début, mais une fois que je m'y étais faite, c'est parti tout seul. J'enchaînais vraiment sans problème. Il y a même un moment donné où j'osais pas y retourner parce que je sentais que ça escaladait un petit peu et je savais pas dans quoi je m'embarquais. J'étais en mode ouh, qu'est-ce que ça va être? Mais vraiment un très très beau récit qui va au-delà de l'horreur pour l'horreur. C'est vraiment de l'horreur avec un côté social, dans le sens où on va vraiment parler des soucis systémiques. Et je dis pas que tout le reste de l'horreur est comme ça, parce que pour moi l'horreur est fondamentalement sociale aussi. Mais là c'est vraiment... Je sais pas comment vous dire, c'est pas de l'horreur gratuite, c'est pas de l'horreur cathartique, c'est vraiment de l'horreur qui montre la réalité de pas mal de choses. Voilà, j'ai trouvé ça très fort et je vous conseille, si les maisons hantées c'est votre truc, et si les récits un peu familiaux comme ça, enchâssés c'est votre truc, je pense que vous avez là la pépite. Je lis très peu de romans d'aventure. Et quand il m'a été présenté, celui-là, c'était l'année dernière par une des filles de mon club de lecture. On avait un thème justement sur les lectures pour l'été. Et elle nous l'a présenté, je l'ai mis sur mon radar. Et quand je suis tombée dessus sur Vinted il y a quelques mois maintenant, je me suis lancée. C'est Tupinilandia de Samir Machado de Machado. Et ça a été traduit par Hubert Tézenas. Tupinilandia, c'est une histoire qui... Alors, sur la 4e de couverture, ils disent que c'est un mix entre Orwell et Jurassic Park. Et honnêtement, oui. Il y a un peu moins de dinosaures quand même. Mais en fait, on est sur un projet d'un industriel du BTP au Brésil qui veut absolument monter une ville utopique et un parc à thème sur le thème du Brésil. Donc Tupinilandia. Il va acquérir pour ça une très très grande portion de la forêt amazonienne et il va y créer sa ville utopique. Et en fait, nous, on va pouvoir embarquer quelques jours avant l'inauguration pour découvrir cette ville et pendant l'inauguration qui va pas du tout se passer comme prévu. Et donc, on va à ce moment-là débarquer dans la 2e partie du livre qui est un bond dans le temps. Je sais plus si c'est 30 ou 40 ans de différence, avec des personnages qui sont différents évidemment.
Et j'ai trouvé ça, honnêtement, je m'attendais pas à le bouffer aussi vite. Parce que si vous me parlez de ville utopique, moi c'est un sujet qui m'angoisse. Je sais pas comment expliquer. La mégalomanie d'un gars qui se dit je vais créer une ville dans laquelle je vais décider des règles, ça me met une angoisse folle. D'ailleurs, Tupinellandia a été pas mal inspiré de Fordlandia, qui a été créé par Ford. Donc vraiment une ville utopique comme ça. Il y a beaucoup de références aussi à Walt Disney, au fait qu'à la base, les parcs Disney étaient censés être des villes utopiques et pas juste des parcs d'attractions. Bref, moi ça m'angoisse. Mais en fait, c'est raconté d'une telle manière, et ça m'a fait découvrir le Brésil que je connais absolument pas. À part voilà, Rio de Janeiro, Copacabana, Corcovado, les choses un peu clichés, on va dire. Je connais pas du tout la population brésilienne, je connais pas du tout la culture brésilienne. Et en fait, ça m'a permis de plonger dans la petite histoire, dans la culture qui parle justement de la nostalgie de toute une époque. Je trouvais ça vraiment très intéressant. Il y a tout un sujet justement sur l'autoritarisme, sur la nostalgie, sur le fait qu'il y a un espèce de... Chaque génération a son âge d'or, dans le sens où, pour certains, quand ils regardent en arrière, ils pensent que l'époque des années 50 était géniale. Pour d'autres, c'est l'époque des années 80. Et en fait, le point commun qu'ont toutes ces générations, c'est qu'elles n'ont pas vécu pendant ces années-là. Donc elles ne peuvent pas savoir ce qui s'y passait vraiment. Elles se sont juste fait un imaginaire tout autour d'une culture, tout autour de quelques petits points qu'elles ont... on appelle cherry pick, qu'elles ont vraiment sélectionné. Et c'est tout un discours là-dessus qui est vachement intéressant. C'est un livre qui se prend pas trop au sérieux pour moi. Enfin, si, il se prend au sérieux, mais j'ai l'impression que l'auteur s'est vraiment éclaté à écrire. Ça se ressent dans la narration, en tout cas. Il y a des idées, voilà, ça part un peu dans tous les sens à un moment donné. Mais j'ai trouvé ça très chouette. Il y a des... Ça met mal à l'aise. En même temps, ça provoque une discussion sur pas mal de choses, ou en tout cas une réflexion sur pas mal de choses. J'ai trouvé ça très intéressant, vraiment chouette. Les seuls points que je peux lui reprocher, c'est l'utilisation de mots discriminants, donc notamment le N-word et des slurs, donc des propos discriminants sur des populations minorisées, pardon. L'auteur l'explique un peu en disant que les années 80, on a beau penser que c'était un âge génial, c'était une période ultra violente en termes de violence. Justement, la violence était ultra présente dans les films, dans les références culturelles, mais il y avait aussi beaucoup de misogynie, beaucoup de racisme. C'était les débuts de la crise du sida, donc il y a eu une énorme homophobie. Enfin, l'homophobie n'a pas attendu le sida pour exploser, mais ça fait partie un peu de tout cet environnement. Et en fait, je pense que sa manière de montrer à quel point les années 80 pouvaient être difficiles, c'est justement en utilisant ces mots-là. Après, j'ai un peu moins d'excuses quand les mots ont été utilisés dans la deuxième partie du roman, qui se passe du coup dans les années 2010, mais bon, c'est encore autre chose. Et ce qui m'a un peu moins plu aussi, c'est les personnages. À part dans la première partie, j'ai adoré Thiago, qui est un personnage que je trouve vraiment très chouette. Voilà, je l'aimais beaucoup. Les autres personnages, ils ont ce côté un peu cliché satirique des romans d'aventure. L'auteur essaye vraiment de prendre le contre-pied en fait du roman d'aventure et de jouer avec les clichés au maximum. Et du coup, les personnages, ils sont intéressants en soi. Ils ont des choses à apporter. C'est juste qu'ils sont pas incarnés de la manière dont j'aime quand qu'ils soient incarnés. Je trouve on s'est vraiment concentré sur l'intrigue, sur l'environnement, sur la nostalgie, sur l'autoritarisme, sur pas mal de choses, et assez peu sur les personnages en eux-mêmes, qui ont du coup... Voilà, ils sont très hauts en couleur, mais il manque pour moi un peu de profondeur, et c'est peut-être ce qui m'a un peu manqué, mais je pense que c'était pas le but du livre, donc je pardonne. En tout cas, même si c'est pas un énorme coup de cœur, je vous dirais pas que c'était ma lecture préférée, c'était une très bonne lecture, j'ai trouvé ça très chouette. Il se lit vraiment facilement et étonnamment bien, parce qu'il fait quand même 600 pages, hein, c'est pas un petit bébé. Et j'ai beaucoup aimé en découvrir un peu plus sur le Brésil, même si c'est pas suffisant, on est bien d'accord, mais c'est un endroit du monde que je connaissais pas avant, donc voilà, c'était plutôt chouette. Donc si jamais les romans d'aventure un peu satiriques avec beaucoup de références aux années 80 et 90 vous intéressent,
il est là. Les classiques. Là, j'en ai tiré un de ma pile à lire parce que je veux le lire depuis très très longtemps et du coup, je l'ai reçu à Noël. C'est Anna Karénine de Léon Tolstoï. C'est une traduction anonyme de 1886. Dans l'édition que j'ai juste des notes de l'éditeur sur certains termes. Et comme vous pouvez le constater, je ne l'ai pas terminé. Je me suis arrêtée à la fin du volume 1, dans le découpage proposé dans ce roman. Et parce que j'ai pas eu le temps, je vous avoue que... Alors déjà, il y a eu la canicule, mais j'ai aussi eu une semaine ultra stressante parce que avec ma recherche d'emploi, etc., il y a eu pas mal de choses qui ont bougé. Bref, je vais pas rentrer dans les détails. J'ai eu une semaine très très stressante, j'ai eu beaucoup de mal à me lancer dans Anna Karénine. Mon coping mécanisme dans ces cas-là, c'est plutôt de lire de la fanfic, comme vous le savez. Quand je suis émotionnellement instable, il me faut des trucs confortables. Mais je me suis quand même lancée et j'ai bien fait. Parce que Léon Tolstoï me faisait peur. Déjà parce que c'est un pavé. Ce roman fait 985 pages dans ce format, faut le savoir. Et en fait, Léon Tolstoï me faisait peur parce que je sais que la littérature russe est souvent bourrée de noms. Les généalogies sont limite incompréhensibles. Et j'avais peur aussi d'une plume que j'aurais du mal à lire. C'est pas du tout le cas. La plume est très accessible. Je trouve que finalement, les personnages ne sont pas si... Enfin, comment vous dire? J'ai pas eu du mal à me retrouver, parce que effectivement, le personnage, il a un prénom, un nom officiel, un surnom, et potentiellement encore un autre surnom, mais je trouve qu'on s'y retrouve assez bien, parce que Tolstoï a quand même la bonne idée de ne pas faire ça pour tous ses personnages. Vraiment, il va multiplier les noms que pour son pool de personnages, principal. Et du coup, c'était beaucoup plus simple que ce à quoi je m'attendais. Ce qui m'a surprise... Ah oui, je vous raconte l'histoire parce que, bon, peut-être que tout le monde le connaît, mais moi je connaissais pas avant de le lire. Donc Anna Karénine, ça va être l'histoire d'une femme mariée qui tombe amoureuse d'un jeune homme qui s'appelle Vronsky. Du coup, c'est un peu le récit du scandale de cette relation extra-conjugale. Et ça va aussi parler de la Russie dans son ère précommuniste. Et en fait, j'avoue que j'ai été étonnée parce que je m'attendais vraiment, en lisant du coup la 4e de couverture, je m'attendais à ce qu'on ait des atermoiements entre Anna Karénine et le mec dont elle tombe amoureuse, Vronsky, pendant tout le roman. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit ça. Qu'on soit dans des trucs un petit peu grandiloquents je l'aime mais je peux pas y aller parce que je suis mariée, comment faire, etc. etc. Et en fait, c'est pas tellement ça qui se passe. La relation se met très vite en place, donc ça m'a pas mal étonnée. Et je trouve aussi très étonnant qu'on se concentre pas tellement sur cet aspect-là. Léon Tolstoï va introduire pas mal d'autres personnages. Donc, alors évidemment, on est dans les points de vue d'Anna Karénine, dans les points de vue de Vronsky, dans le point de vue du mari d'Anna. Mais on va aussi avoir un autre personnage qui s'appelle Lévin, qui est un propriétaire terrien qui gravite un peu dans ce cercle-là. On va avoir le point de vue d'une jeune femme qui, pareil, gravite dans ce cercle-là. On va avoir le point de vue d'une femme qui se fait tromper par son mari. D'ailleurs, c'est avec eux qu'on commence le roman. Il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Et du coup, l'histoire, elle n'est pas du tout concentrée uniquement sur Anna Karénine et son amant. Et du coup, voilà, ça m'a un peu surprise. Je me suis arrêtée donc au volume 1 parce que j'ai pas eu trop le temps. Mais aussi parce que je pense que je suis pas forcément dans les meilleures dispositions pour apprécier à sa juste valeur ce roman. Je suis très contente qu'il soit beaucoup plus facile et accessible que ce que je ne pensais, mais je vois bien que je m'ennuie, je vois bien que je prête pas autant attention au roman que ce qu'il mérite, et du coup c'est pour ça aussi que je trouve ça bien de pouvoir faire une pause à cet endroit. Peut-être pas le meilleur endroit, vous me direz, parce que je sais pas ce qu'il en est du découpage, mais j'ai besoin de faire une pause. Je sais que je le finirai, ça c'est sûr, j'y retournerai parce que il me reste que la moitié. Mais c'est surtout que non, ça m'intéresse, j'ai envie d'avoir le fin mot de l'histoire. Mais là, pour l'instant, je sens que mentalement, c'est pas le bon moment pour ça, donc je le repousse.
Cela dit, ça veut pas dire que pour vous, c'est pas le bon moment. Si vous avez envie de vous lancer et que Tolstoï vous fait peur, franchement, moi je suis impressionnée, hein. C'est pas si effrayant que ça quand on se lance. Donc si vous avez envie de découvrir la littérature russe, faut foncer. Si vous voulez découvrir la littérature russe mais que Tolstoï c'est pas votre truc, moi j'adore Bulgakov, Le Maître et Marguerite notamment. Je tiens à préciser quand même qu'il y a une scène assez raciste, donc faites attention à vous si jamais vous êtes sensible à ce genre de choses. Mais j'ai beaucoup aimé Le Maître et Marguerite de Bulgakov. J'avais bien aimé aussi ses recueils de nouvelles, notamment Récit d'un jeune médecin, puisque Bulgakov a été médecin et du coup il parle de ça. C'est marrant parce que je trouve que ça se ressent un petit peu aussi dans Anna Karénine, ce genre de propos sur la médecine, sur les populations rurales, ce genre de choses. Qu'est-ce que j'ai aimé d'autre en littérature russe? Dostoïevski, Crime et Châtiment. C'était pas un coup de cœur, mais c'était intéressant. J'ai bien aimé. C'est pas le pire que j'ai lu, mais c'est une brique, je crois aussi. Hein, donc voilà, faites attention à vous, pareil. Après, en littérature russe, je réfléchis, mais ouais, j'ai pas d'autre chose à vous proposer. En termes de classique, si jamais vous l'avez pas lu, La Dame de Whitefell Hall, j'ai adoré, d'Anne Brontë, ça c'était vraiment très bien. Sinon, après, en vrai, il y a tellement de classiques, il suffit de piocher. En sachant qu'en plus, les classiques pour moi, c'est pas uniquement des ouvrages du 18e ou du 19e siècle, ça peut être aussi des ouvrages contemporains, des classiques contemporains, ça peut être des classiques africains. On n'en parle pas assez, mais ils existent. et ça peut être des classiques d'autres parties du monde. Enfin bref, c'est vraiment une catégorie très large et je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Mais en tout cas, moi, j'ai voulu tenter Anna Karénine. C'est plutôt pas mal. Je suis pas sûre que ce soit un coup de cœur de tous les temps, même si je peux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, puisque je n'ai pas lu tout le roman. Mais c'est quand même une bonne lecture et je suis contente de l'avoir tenté. Voilà ce qui conclut cette vidéo. Je suis plutôt fière de moi parce que du coup sur les 10 livres que je vous ai présentés, il y en a 6 qui sortaient de ma pile à lire. On va pas compter Model Home que j'ai acheté exprès, mais ça fait quand même 6 qui sortaient de ma pile à lire. Celle-ci diminue, j'ai une vingtaine de titres encore. J'ai l'impression que c'est toujours une vingtaine de titres, je sais pas comment je fais. Mais en même temps, ah si, c'est parce que j'ai reçu des livres à mon anniversaire. Mon anniversaire était le mois dernier et du coup j'ai reçu des livres et en fait il y a une part de moi qui s'était dit bah non je les intègre pas parce que je les avais pas prévus, mais il y a une part un peu plus psychorigide qui se dit ils sont là, ils sont à lire, ils vont dans ta pile à lire. Donc l'idée c'est je vous retrouve dans 15 jours. J'essaie de reprendre le rythme que j'avais prévu. Je vous retrouve dans 15 jours du coup pour la suite, avec cette fois-ci une thématique. Je vous en dis pas plus tout de suite, vous découvrirez ça plus tard. Et puis bah, d'ici là, je vous souhaite de prendre soin de vous. Salut!